je vais évidemment céder la place à Jean-Pierre Loisel de l'INC, non sans avoir dit qu'il va vous parler d'une étude ou des résultats d'une étude qui dressait un panorama en fait des systèmes des applications et qu'on est assez fier finalement d'avoir financé. Donc on le dit, cette étude a été faite avec le concours financier du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Et, que sais-je, peut-être a-t-elle été conduite grâce à lui, ne sait-on. Voilà. Donc j'accueille Jean-Pierre Loisel et je m'efface. Bonjour. Je n'aurais de toute façon pas manqué de rappeler que ce que je vais vous présenter très rapidement fait partie d'une étude qui a été conduite effectivement grâce à un cofinancement important du Fonds français pour l'alimentation et la santé, et que sans ce cofinancement, nous ne l'eussions point faite à cette étude. Voilà. Donc on m'a demandé, donc je ne veux évidemment pas présenter toute l'étude. Le projet consistait à avoir d'une part une première analyse des applications nutritionnelles au sens large qui existaient sur le marché ou qui existent sur le marché aujourd'hui, pour ensuite proposer un mini cahier des charges de ce qu'il faut absolument faire, ou en tout cas de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Bon. Donc là, je vais plutôt vous dresser un tableau assez général de ce qu'on a trouvé. Bon, il faut savoir que ce projet, c'est 2012-2014, donc on a travaillé sur des applications qui existaient en 2012. Alors, la plupart existent encore aujourd'hui. Donc pourquoi c'est un sujet qui nous a intéressés? Donc l'Institut national de la consommation, c'est le consommateur, l'information du consommateur, 60 millions de consommateurs avec des essais de produits, des tests, etc. Ça nous a intéressés pour plusieurs raisons. Pour la combinaison, d'une part, du fait que depuis une trentaine d'années, il y a une grosse épidémie santé publique, d'obésité, de diabète, etc., qui a fortement augmenté, et que donc s'est mis en place un plan national nutrition santé, et donc depuis 20 ans, bientôt, PNNS, c'est un peu... un bon nombre d'informations nutritionnelles sont publiées, sont diffusées à tout le monde. Mais ces messages, donc, qui sont diffusés, comme ça, ils partent dans la nature, ils sont perçus assez différemment selon les individus, et je vais dire assez injustement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les reçoivent bien, il y en a qui les comprennent pas forcément comme ils devraient, et il y en a qui n'en font rien, il y en a qui en font quelque chose. En tout cas, donc, on a un contexte d'information nutritionnelle pléthorique. On a un contexte, par ailleurs, de développement des informations et conseils nutritionnels via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et avec de nouveaux outils, avec le numérique à tous les étages. Et donc, tout ça a donné naissance à la multiplication d'applications à visée nutritionnelle, ou en tout cas qui doivent nous parler de l'alimentation. Et puis on y est déjà, mais on va vers même plus loin, c'est-à-dire qu'avec des objets connectés qui vont nous parler de notre santé et qui vont sans arrêt peut-être nous surveiller. Bon, alors est-ce que c'est une évolution souhaitable? Ça n'est pas à moi de le dire, hein. J'ai ma petite idée, c'est pas à moi de le dire pour le temps, mais en tout cas, que ça soit ou pas souhaitable, ça existe, et donc on s'est dit, tant qu'à faire, essayons de regarder un peu au moins ces applications pour voir si elles tiennent la route, hein, si... à minima, elles ne disent pas trop de bêtises, si elles aident plutôt ou si elles sont très contre-productives. Hein, voilà. Donc, dans ce cadre du projet cofinancé par le Fonds français de l'alimentation santé, on a cherché sur un certain nombre d'applications à faire un véritable test de produit en allant voir le contenu, la technique, l'ergonomie, en allant voir aussi tous les enjeux juridiques. Je pense qu'il en a aussi été question ce matin, parce que qui dit numérique, qui dit individualisation des données, etc., dit sécurité des données personnelles ou pas. Et puis, on a été voir aussi, d'un point de vue comportemental, finalement, qu'est-ce qu'en font les gens de ces applications, comment ils les perçoivent, comment ils le reçoivent, etc. Très rapidement, donc dans la première... on a regardé, on a fait tout le champ de ces applications qui parlent de nutrition, d'alimentation, etc. Et grosso modo, il y a 5 grands types d'applications. D'une part, toutes celles qui prétendent vous proposer des régimes et vous accompagner dans un régime. Donc là, c'est très ciblé, c'est des noms, donc c'est Duncan, c'est Weight Watcher, etc. Donc c'est un type de régime, une application avec. Donc là, c'est vraiment du coaching. Voilà.
il y a tout un tas d'applications autour de l'équilibre alimentaire. Alors c'est les compteurs de calories, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On va rentrer son journal alimentaire et puis après ça va vous dire des choses ou pas. Bon, vous choisissez vous-même les objectifs que vous voulez atteindre, etc. Le troisième type d'application, c'est tout ce qui concerne la connaissance des aliments achetés. Donc là, je sais que dans la salle, il y a Mes Goûts, il y a Open Food Fact, je crois. Enfin, je sais pas. Donc il y a un certain nombre d'applications, ou de représentants de ces applications, qui permettent au consommateur, quand il fait ses achats, etc., de savoir ce qu'il y a dans le produit. Voilà. Et puis, il y a deux autres types d'applications sur lesquelles on n'a pas été regardé trop loin, parce que c'était plus spécifique. D'une part, celles qui concernent des pathologies. Donc, il y a des trucs genre Stop Cholestérol, ou bien sûr le diabète. Il y a beaucoup d'applications qui se sont développées là-dessus. Puis, alors aujourd'hui, maintenant, avec les éléments connectés sur le diabète, où on va pouvoir mesurer son taux de sucre, etc., ça va, je pense, exploser. Et puis le dernier type d'application, c'est des applications principalement à dominante sportive, mais avec un volet nutritionnel. C'est-à-dire que pour que tu sois performant pour ton sport, il faut que tu manges tant de calories et tant de types de calories, etc. Voilà. Donc on est parti d'un champ avec une trentaine d'applications qu'on a réduit à 15. Pourquoi? Parce qu'on cherchait des applications qui soient en français, et il y en a plein qui sont moitié en français, moitié en anglais ou mal traduites. Des applications qui soient sur les deux gros systèmes, c'est-à-dire OIS et Android. Et puis des applications qui soient déjà à l'époque plutôt populaires, c'est-à-dire qui aient été beaucoup téléchargées, donc qui soient déjà beaucoup utilisées, et qui aient des avis plutôt favorables sur les différents... alors sur les App Store et puis sur les réseaux sociaux. Donc très rapidement, donc on a travaillé sur... Donc je ne vais pas vous dire application par application si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas du tout l'objectif, c'est faire une sorte de synthèse. Mais donc on a travaillé sur 2 applications de régime, donc Weight Watcher et Maigrir avec plaisir, 6 applications d'équilibre alimentaire, votre compteur de calories, aide à la nutrition, Calorie Guard Pro, compteur de calories, pardon, calories minutes, Fitbit et Shape Up, enfin ça fait 7. Et sur des applications d'aide au choix de produits alimentaires, Proxy Produits, Guidalim et Shopwise. Donc certaines ont disparu, enfin très peu, ou en tout cas sont en veille. Mais globalement, je pense que les résultats aujourd'hui seraient les mêmes. Donc dans ce qu'on a trouvé, la première chose, c'est que l'utilisateur, il se trouve face à une application qui n'a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire que, bon, il faut être intuitif. Alors c'est sûr que l'utilisateur, c'est plus ou moins un geek, mais pas forcément que quand même. Donc il ouvre son application qui lui promet plein de choses. Et là, bon, il faut qu'il cherche, il trouve ou pas. Donc on peut espérer qu'il va utiliser ça correctement. Mais en tout cas, 87% des applications qu'on a testées ne présentaient ni conditions générales d'utilisation, ni mode d'emploi, ni notice, ni rien. Et même en allant sur Internet, on ne trouvait pas vraiment de mode d'emploi ou d'explication spécifique. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un tiers de ces 15 applications ne fournissait pas d'informations sur l'éditeur, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas qui produit l'application. Donc l'enjeu sécurité de données personnelles rejoint également un enjeu, mais d'où ça vient tout ça et qui nous vend son machin, quoi. Deuxième, alors ça c'est pas critique particulièrement, mais une bonne partie de ces applications fonctionnent encore en complément avec l'ordinateur. C'est-à-dire en particulier quand il s'agit de remplir un journal alimentaire, c'est quand même assez fastidieux, même si les smartphones ont tendance à grandir, c'est plus facile de le faire le soir en rentrant chez soi et de le taper sur son ordinateur. Ceci dit, maintenant il y a de plus en plus de listes préétablies, etc. Mais globalement, il y a encore beaucoup d'applications qui ont leur pendant, les applications de régime aussi, sur l'ordinateur qui fournit plus de conseils et plus de données. Bon, puis on avait des petits problèmes de compatibilité entre les différents systèmes. Ça, c'est bon. Ensuite, donc ça, c'est peu de modes d'emploi. Le deuxième point, c'est que la plupart de ces applications, alors je ne parle pas forcément, et encore des applications d'aide au choix, où on va scanner un produit et on va nous dire tout ce qu'il y a dedans, mais même là, ça peut être des applications qui ont tendance à nous donner des conseils quand même. En tout cas, dans la plupart des applications qu'on a testées, l'idée, c'était quand même de donner au consommateur, à l'utilisateur,
le moyen de prendre conscience de son régime alimentaire, de ce qu'il mange, de la façon dont il mange, et éventuellement de l'aider à évoluer. Donc on est bien dans le e-coach, dans le e-coaching. Et donc pour faire ça, toutes ces applications, elles reposent sur une base de données de valeurs nutritionnelles. Très bien, ça c'est chouette. Sauf que d'une part, dans la plupart des applications, donc on a quand même assez peu d'aliments très bien identifiés. Enfin, quand je dis assez peu, on a entre 1000 et 6000 références. C'est vrai que dans un gros hypermarché, on est à des dizaines de milliers de références, etc. etc. Daniel Nero parlait de centaines de milliers de références. Bon. Donc déjà, ça reste limité. Et surtout, la grosse difficulté, c'est que la plupart des applications ne disent absolument pas où elles vont chercher leurs données. Alors, est-ce que c'est des données vérifiées, validées? Est-ce que c'est des données qui sont vendues par tel ou tel marchand de données, par tel gros distributeur? On n'en sait strictement rien, donc ça laisse quand même flotter une certaine inquiétude. Enfin, moi, je serais un peu inquiet. Voilà. Et surtout que quand on va après faire des tests, donc on a regardé, et puis on a été regarder ce qui donne sur les aliments, les nutriments, etc. Et on s'aperçoit que dans un quart des cas, ça donne des résultats faux, quoi. Donc on a pris le SQL comme référence, et on a obtenu, en prenant un aliment spécifique et en regardant la table du SQL, des écarts qui peuvent atteindre plus de 100% de sur- ou de sous-estimation en type de nutriments, de calories, etc. Donc un quart des applications qui donnent quand même des résultats faux, quoi. Voilà. Ce qui pose question. Hein. Par ailleurs, une fois donc qu'on n'a pas eu le mode d'emploi, une fois qu'on a des résultats faux, en plus l'application, elle est sympa et elle va vous donner des conseils. Elle va vous dire, ah ben oui, allez, maintenant que j'ai toutes ces données, je vais te dire ce qu'il faut faire. Alors c'est très bien par ailleurs parce qu'il y a un certain nombre d'applications qui donnent des informations, qui vulgarisent des informations peut-être un peu complexes, mais dans la pratique quotidienne, on va comprendre. Hein. Il y a des lexiques, mais il y a aussi des petits textes, des fois, qui sont pas mal faits. Mais à contrario, donc il y a déjà un certain nombre d'applications qui donnent juste des courbes d'IMC, de consommation de calories, etc., sans rien de plus. Alors bon, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et puis surtout, un quart des applications, un peu plus, permettent au consommateur de fixer lui-même finalement ses objectifs. Et donc on a testé, il y a un certain nombre d'applications où je dis, je veux perdre, donc j'ai un poids de 67 kg par exemple, et je veux perdre 10 kg en 10 jours, no problème, donc l'application elle note, et donc elle va vous dire tous les jours ce qu'il faut que vous consommiez, donc vous allez consommer 500 calories par jour, c'est pas grave, elle, ça lui pose pas de problème. Donc on sait bien que la plupart des utilisateurs ne sont pas quand même complètement stupides et sont rationnels et ils vont comprendre que 500 calories par jour, on ne tient pas longtemps comme ça. Mais ça peut quand même être problématique pour des gens qui, sans être stupides, ont des problèmes psychologiques, ont des problèmes, etc. Et en plus, ça montre bien le manque de sérieux de ces applications quand même. Ou alors, il y a besoin d'un blocage à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'application, si elle veut vraiment rendre service, il faut qu'elle puisse dire au consommateur, à l'utilisateur, non, ça, c'est pas possible. Tu veux perdre 10 kilos, d'accord, ton poids est un peu élevé, mais dans ce cas-là, c'est au moins sur tant de temps, quoi. Donc ça, c'est quand même assez dangereux. Et en matière de données personnelles, donc on en parlait, enjeu important aujourd'hui et qui va cesser d'exploser. Donc il y a des lois, il y a des règlements, justement, qui donnent des obligations, et en particulier aux éditeurs d'applications, même si on ne connaît pas ces éditeurs. Donc ils doivent informer l'utilisateur lors de la collecte, puisque généralement on demande un certain nombre d'éléments, et y compris des éléments qui souvent, dans nos applications testées, n'ont rien à voir avec la question de l'alimentation. Donc, certes, on demande l'âge, etc. Et puis après, ça peut délirer sur un certain nombre d'habitudes de consommation ou de choses comme ça qui n'ont vraiment rien à voir. Donc, information sur la collecte, pourquoi et surtout, qu'est-ce qu'on fait de ces données, où est-ce qu'elles vont, est-ce qu'elles sont diffusées ailleurs, etc. Alors là, donc ça, c'est obligatoire. Et puis, il y a normalement, l'information légale, c'est aussi dire, vous pouvez vous opposer, vous pouvez demander la suppression de ces informations. Hein. Voilà. Or, dans la moitié des applications qu'on a testées,
aucune information avant collecte, c'est-à-dire qu'on me demande des informations, si je ne les remplis pas, je ne peux pas accéder à l'application, et par contre, après, on ne me dit pas pourquoi, et on ne me dit pas ce qu'elles vont devenir, ces données personnelles. Et de la même façon, on ne donne pas non plus d'informations sur le droit des utilisateurs. Voilà. Alors, donc, ça va, dernier volet de notre étude, on faisait un peu le tour des choses, donc on allait voir aussi des utilisateurs, des consommateurs, puisque c'est aussi un peu notre boulot quand même à l'INC. Donc là, non pas sur le côté technique, sur le côté juridique, mais juste sur le côté, voilà, une application, qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, donc on se cherchait quand même à s'intéresser à des personnes qui étaient plutôt intéressées par rester en bonne santé, quoi, puisque ces implications nutritionnelles ont plutôt comme but de rester en bonne santé. Alors, tout le monde trouvait que c'était fondamental dans notre petit échantillon. Donc, on a réalisé 3 focus group à Paris, en province, et puis on a fait une quinzaine d'entretiens. Les entretiens étant, on allait voir des personnes, on faisait un entretien d'une demi-heure, on lui déposait une application, et une semaine après, on lui posait des questions sur l'utilisation de son application, et on déposait une seconde application. Donc, ce qui est intéressant, alors, moi, j'aime pas les stéréotypes, et bon, c'est pas un échantillon représentatif, c'est-à-dire que c'est pas de la quantification, mais ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on avait 2 perceptions totalement différentes de la bonne santé. Donc, chez les femmes plus ou moins utilisatrices de ces applications, la bonne santé, ça correspond au bien-être et à la capacité d'assumer les activités quotidiennes, en particulier les enfants, tout ça. Et l'équilibre nutritionnel, c'est quelque chose d'important, surtout quand on a des enfants. Et chez les hommes, être en bonne santé, c'est rester en forme. Alors, soit pour des activités sportives, soit, mais c'est être performant. C'est vraiment... c'était très... moi, ça m'a frappé, parce que j'animais les groupes en particulier. Et j'étais très surpris de cette distinction, mais fondamentale quand même. Bref, en tout cas, ces utilisations genrées, donc, entre guillemets, et en particulier, alors, le e-coaching pour les régimes ou bien l'aide nutritionnelle, on voyait que ça motive et ça intéresse beaucoup quand même. Et pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas besoin d'aller voir un nutritionniste si on a par exemple des problèmes de poids. On n'a pas besoin de faire cette démarche, on n'a pas besoin de médecin. On n'a pas besoin d'un regard extérieur, finalement. On va se retrouver avec son application, et c'est un truc entre soi et soi, quelque part. Enfin, on a l'impression. On ne sait pas que toutes ces données, elles vont partir chez tout le monde, mais c'est... Donc voilà, il n'y a pas de juge, et ça, c'est quelque chose qui facilite beaucoup le passage aux applications. Alors, et c'est quelque chose d'assez excitant, toutes ces petites applications. Alors, on a pu alors, il y en a qui étaient mal perçus ou mal jugés pour tout un tas de raisons ergonomiques, principalement, ou parce compliquées, ou parce qu'on ne comprenait pas. Mais sinon, il y a une vraie excitation à avoir ce petit truc sur son smartphone, et puis à l'utiliser régulièrement. Alors, l'excitation à rentrer tous les jours son journal alimentaire, elle s'amenuise assez vite. Mais l'excitation à rentrer des données un peu plus générales, quand même, une fois qu'on a rentré pendant une semaine le journal alimentaire, après on schématise, etc. Et quand on voit surtout, alors ce qui plaît beaucoup, c'est tout ce qui est la personnalisation et l'historique. Hein. Donc les courbes, c'est génial. Alors ça, ils adorent tous. Donc même son IMC, même s'il bouge quand même pas tous les jours, ils adoraient ça. Le compteur de calories, les nutriments, protéines, tout ça aussi. Bon, c'est un truc, quand on veut vendre une application, il faut forcément proposer un joli historique, hein, si possible, en plus avec de la couleur et tout. Ça marche très bien, donc en marketing, magnifique. Voilà, c'est des éléments de forte attraction. Concernant la compréhension du système, alors par contre, la grande déception pour quelqu'un de l'INC, c'est que ces consommateurs, qui ne sont sans doute pas en plus les moins avisés des consommateurs, donc c'est des gens qui ont des smartphones et tout, qui s'intéressent, etc., comment ça marche ces systèmes, ces applications, sur quelle base de données, etc. Aucune idée, mais alors aucune question, ils en ont rien à faire. À partir du moment où on a une application, où elle est vendue, où on la trouve sur un App Store quelconque, un store d'applications,
c'est que ça marche, c'est que c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai pu constater, parce que je regarde pas mal les sites un peu de geeks sur toutes les applications, etc. Dès qu'il y a un truc nouveau qui sort, il y a des articles pour dire comment ça marche, que c'est vachement bien, mais il n'y a jamais de regard, enfin, ou très peu en tout cas, j'ai très peu vu de regard critique, d'analyse critique sur une application en fait, qui vous compte le nombre de pas, mais en fait ça le compte très mal, c'est n'importe quoi. Bon. Et bien là c'est pareil, les consommateurs sont totalement livrés à l'excitation, ils adhèrent complètement au truc, sans se poser la question donc de ces bases de données, peut-être qu'elles sont complètement fausses. Mais non, on s'en fiche. Et deuxième grosse déception aussi, et donc il y a encore beaucoup de travail de pédagogie de notre part, c'est que très peu d'utilisateurs se posent des questions sur mais qu'est-ce qu'on va faire de mes données personnelles et pourquoi ils me demandent si j'ai une femme, des enfants, des machins, des trucs, si j'ai une voiture, etc. Ils ne se posent pas la question, ils le rentrent et puis ils y vont tranquilles. Voilà. Donc tout ça, c'est des enjeux. Donc aujourd'hui, je dirais, continuez aux fournisseurs d'applications, aux producteurs d'applications, vous pouvez y aller parce qu'il y a encore une tolérance importante. Je pense cependant qu'avec un certain nombre de scandales, tant publics avec la NSA que d'autres, de fuite de données, etc., les consommateurs, les utilisateurs commencent à se poser des questions. Je pense que donc on va aller aussi vers, c'est pas que les instituts comme le nôtre, la CNIL, etc., qui vont poser la question. Et donc je pense en tout cas là il y a un enjeu très fort. Donc pour terminer, j'espère que j'ai pas dépassé mon temps, les applications nutritionnelles ont forcément un bel avenir. Hein. Donc même si j'ai pas voulu répondre à la question au début, nous ne pensons pas que c'est la meilleure manière d'avoir une alimentation saine, etc. Mais bref, mais en tout cas, donc en ce moment, on est dans une période où ça donne envie, où tout le monde a envie d'avoir son petit machin. Donc, il est indispensable de protéger les utilisateurs sur des données et des conseils qui soient fiables et validés. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. En donnant un vrai mode d'emploi, comment j'utilise mon machin, et puis en sécurisant les données personnelles. Et je rajouterai un truc donc, qui est un peu la réponse à la question de est-ce qu'on est vraiment content que ça existe tout ça. Ce qu'il faut absolument, c'est que dans toutes ces applications, on renvoie vers l'idée initiale que manger, c'est d'abord un acte naturel, c'est pas un truc technique qui suit, qui se comptabilise, etc. C'est d'abord du plaisir, etc. Voilà. Merci, bonjour. Alain Blogowski, commissariat général Exposition universelle de Milan. J'ai été assez fasciné par ta présentation, parce qu'effectivement, c'est un peu catastrophique sur le consommateur, surtout comme tu le dis, c'est pas n'importe quel consommateur. Alors je me pose une question, je ne sais pas si tu pourras me répondre. Est-ce que le consommateur n'a pas confiance dans les applications parce qu'il pense que quelque part il y a eu un contrôle, il y a eu une procédure un peu des pouvoirs publics de veiller à ce qu'il n'y ait pas n'importe quoi sur son téléphone. Je me demande quelle explication tu donnes à cette naïveté, si ce n'est la croyance que quelque part il y a quelqu'un qui a contrôlé. Moi je pense que ça fait partie, mais enfin il ne se pose même pas la question, hein, mais ça fait partie, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur d'autres trucs, en particulier sur des produits plus ou moins dangereux, mais qui sont sur le marché français. Et globalement, les consommateurs se disent, à partir du moment où c'est en vente ou si je le trouve légalement, c'est que forcément, c'est sûr. Voilà. Donc, ça joue beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une confiance encore dans la puissance publique de contrôle. Voilà. Est-ce que cette confiance est totalement fondée? Je ne sais pas s'il n'y a pas un début de réponse là. Moi, j'ai une question sans être une question, puisque je fais partie des personnes qui ont été testées, Weight Watchers, et je suis d'accord avec vous. Il y a énormément de choses qui sont plus ou moins bien faites. Cependant, je n'en ferai pas une généralité, parce que les informations, par exemple, personnelles, je peux vous assurer que chez nous, notre fichier n'est absolument jamais vendu. D'ailleurs, s'ils ont une voiture, ça ne nous intéresse pas. Et quant à l'utilisation, c'est vrai, nous le constatons en règle générale, que, allez, on va dire les 2-3 premières semaines, il n'y a pas de critique. Mais je peux vous assurer qu'après, elles arrivent.
si tant est qu'on soit dans un contexte où il y ait un contact avec la personne utilisatrice. Oui, alors, donc, vous avez vu, j'ai donné des pourcentages, même si sur 15 applications, et donc Weight Watchers n'était pas forcément dans les mauvais élèves, hein, c'est sûr. Et, donc voilà. Mais je voulais attirer l'attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de canards boiteux, disons. Oui, je voulais poser une question, parce que sur le plan de la dimension juridique, vous avez beaucoup mis en avant les problématiques autour de l'utilisation des données personnelles, mais dans les synthèses, les éléments de présentation, la propriété intellectuelle des marques, qui est une donnée éminemment juridique, il est quand même fait dans de nombreux cas des associations porter des jugements, dont on a rappelé ce matin qu'ils étaient souvent avec des avis ou des informations très partiellement justes, si je peux dire. Et en matière de réputation des marques et d'image des marques, il y a des atteintes qui sont souvent graves, en tout cas légalement répréhensibles. Vous pouvez préciser parce que... Non, je veux dire que quand par exemple sur un site, oui, vous avez telle ou telle information, alors je suis au niveau du site, qui va associer telle marque avec une dimension qui s'avère ne pas être vraie, vous avez de fait une atteinte à l'image de la marque, ce qui est légalement et juridiquement répréhensible. Tout à fait. Alors ça concerne en particulier toutes les applications qui donnent des informations directes sur un produit précis. Oui. Ça, d'accord. Donc là, la marque peut se retourner contre elle. Par contre, toutes les applications qui disent rentre-moi toutes les... Par exemple, tu as mangé des pâtes Lustucru, machin chouette, ça va pas ressortir un truc sur les pâtes Lustucru, pardon, ça va donner au global un panier alimentaire avec les nutriments, etc., qui peut être faussé. Et là, on ne sait pas qui. Voilà. Bonjour. Vous n'avez pas fait la distinction entre des applications qui sont payantes ou gratuites. Est-ce qu'elles étaient toutes payantes ou toutes gratuites dans celles que vous avez étudiées? Et est-ce que vous avez pu observer des différences entre ces deux catégories d'applications au niveau des utilisateurs, mais aussi au niveau de ce qui était proposé par l'application? Alors, il y avait des applications payantes et des applications gratuites. C'est pas parce qu'elles étaient payantes qu'elles étaient de meilleure qualité, et c'est pas parce qu'elles étaient gratuites qu'elles étaient de moins bonne qualité. Puis il y avait des applications qui sont aussi sur abonnement, c'est-à-dire en particulier les applications Weight Watchers, par exemple, où on peut, quand on a un coaching régulier. Et là, à la limite, il y a un suivi. Donc, il y a l'application qui coûte 0 ou 2,89 €, etc. Bon, qu'on achète une fois en one shot. Et là, il n'y a aucune distinction spécifique. Enfin, le prix, le coût n'est pas un élément de jugement. Je vous dis, là, il y a des bonnes qui sont gratuites et il y a des mauvaises qui sont payantes. Par contre, les applications, il y en a quelques-unes où il faut s'abonner et où il y a un suivi. Généralement, bon, celle-là, il y a un côté sérieux quand même. Il y a un véritable suivi et elles sont plutôt de bonne qualité, quoi. C'est un élément de réponse. Bonjour, Laure Valette. Vous avez dit que les personnes utilisaient ces applications principalement pour elles-mêmes. Et vous avez parlé du quantified self. Mais ce qui est l'intérêt, entre guillemets, de ces applications et l'utilisation qu'en font certaines personnes, c'est aussi de les utiliser pour partager ces données sur les réseaux sociaux, se lancer des défis les uns aux autres, genre j'ai perdu plus de poids que toi cette semaine, ou des choses comme ça. C'est pas du tout ressorti dans... Non. Alors, donc, on a travaillé en 2012-2013, et je pense que ça, c'est en train d'augmenter beaucoup depuis 1 an à peu près, le Quantify Self. Donc je suis désolé, on est passé à côté du truc, mais c'était pas encore émergent. Bonjour Isabelle Donat, LinkUp. Est-ce que vous avez pu mesurer l'usage dans le temps? Sur combien de temps a duré votre étude? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi de nouveauté qui fait qu'on utilise l'appli et qu'on utilise toutes les fonctionnalités et qu'on est content de voir des graphiques, et combien de temps ça dure? Alors, on a travaillé sur quelque chose comme 6 mois. On a fait des entretiens, on a refait des entretiens, etc. C'est vraiment très variable, alors, selon les personnes et selon les applications. Il y a des applications de régime, par exemple, où on va le faire pendant 15 jours ou un mois. Enfin, je ne veux pas citer un célèbre régime qui n'est pas forcément top, pour maigrir énormément. Et il y a des applications
de régime aussi, qu'on va vraiment suivre parce qu'elles vous entretiennent bien. De la même façon, même sur le rentrée des journaux alimentaires, il y a des applications sur lesquelles c'est tellement fastidieux qu'on va abandonner au bout d'une semaine ou 15 jours. Et on avait des personnes qui rentraient leur journal alimentaire depuis 6 mois, mais elles avaient des listes préétablies, elles allaient faire leur menu, et c'était assez facile. Et en particulier, elles le faisaient sur des ordinateurs. Donc c'est très variable, mais en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui ne se lassent pas. C'est-à-dire je ne vais pas dire qu'ils sont addicts, mais enfin qui continuent. De la même façon, donc elles n'ont pas été testées là, mais dans les groupes, j'avais des hommes qui avaient des applications plus sportives, avec rentrée de menus ou de choses comme ça pour les calories, etc. Et eux, c'était aussi un suivi assez régulier, parce qu'une forte motivation quand même d'être performant, quoi. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc on voit évidemment que ressort comme premier sujet le sujet de la fiabilité des données. Et puis après, on voit que surgissent différents corpus juridiques. Celui que tu indiques est exact. Bien sûr, il y a une question de protection des personnes et de protection des données individuelles. Il y en a un autre qui arrive et qu'on n'abordera pas aujourd'hui de plein pied, mais en tout cas qui est forcément sous-jacent tout ça, c'est la protection du secret industriel et commercial. Ça, c'est un autre corpus de droit qui évidemment va trouver matière à quelques développements dès lors que on mettra en circulation diverses informations qui vont concerner des recettes, des procédés, etc., et des acteurs économiques derrière.